Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. Un mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre. Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides. Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes. C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la Grande Pyramide de Gizeh. Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ? Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large. Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres. Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djeser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum. Il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes. Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser. Mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé.
Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction. Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang. Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années. Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue. Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il crée des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond. Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé. Le pilier, vieux de 1600 ans, ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en deux parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes... Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup,
Plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un OPART, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes.
Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Combien de temps s'est-il écoulé entre l'émergence du tout premier ordinateur et l'apparition des machines modernes? Le premier ordinateur électronique reconnu fut l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, mis au point en 1945 par des chercheurs américains. Cependant, une machine plus ancienne précède l'ENIAC, la machine à différence, conçue par l'ingénieur britannique Charles Babbage en 1822. Ainsi, l'histoire des ordinateurs remonte à plus de 2 siècles. Tel aurait été le point de départ si, au début du XXe siècle, des plongeurs n'avaient donc pas mis au jour un dispositif vieux de plus de 2 millénaires. En 1900, un groupe de plongeurs prospectait la Méditerranée entre la Crète et le Péloponnèse, à la recherche d'éponges. Au lieu de cela, ils mirent au jour des épaves chargées de trésors. Ce fut l'une des découvertes archéologiques majeures de cette époque. Parmi les vestiges gisaient des sculptures grecques en marbre ainsi que divers objets anciens. Les plongeurs repérèrent aussi un étrange bloc de pierre, gros comme un livre, qui termina, comme tout le reste, dans un musée. Quelques mois plus tard, les archéologues entreprirent d'examiner cette pierre et mirent au jour un artefact inattendu, contenant des engrenages de bronze. Cela causa un profond étonnement, car, selon les connaissances établies, un tel mécanisme ne pouvait exister dans la Grèce antique, les techniques de l'époque n'ayant jamais permis un tel degré de complexité. Les chercheurs entamèrent l'étude de cet objet singulier sans parvenir à en comprendre la nature. Baptisé machine denticitaire, il fit l'objet de recherches pendant plus d'1 siècle. Sa grande fragilité compliquait l'analyse. Après avoir reposé des millénaires sous la mer, l'ensemble était gravement endommagé, au point que ses composants internes se désagrégèrent au moindre contact. Au fil des décennies de recherche, l'objet se désintégra en 82 fragments distincts, devenant une énigme pour les chercheurs du monde entier. Ils finirent par comprendre qu'il s'agissait d'une machine à calcul astronomique. L'usage combiné des rayons X, de la tomographie et de la modélisation numérique
permit de reconstituer partiellement la structure de ce mécanisme. Ce dispositif complexe comprenait une trentaine d'engrenages en rotation qui mettaient un cadran en mouvement, le tout activé par une simple manivelle. Cet assemblage permettait aux Grecs de suivre les trajectoires de la Lune et du Soleil, de prédire les éclipses et de déterminer la date des Jeux Olympiques. L'ensemble évoque une Silicon Valley avant l'heure, où les esprits les plus brillants de la Grèce antique se seraient unis pour concevoir une entreprise visionnaire. La machine d'Anticythère atteste que certaines civilisations anciennes possédaient déjà de solides connaissances astronomiques et des outils avancés pour étudier les astres. Pour l'époque, il ne s'agissait pas d'un simple dispositif, mais d'un véritable ordinateur. L'utilisateur y saisissait des données et l'appareil lui livrait un résultat à l'issue de calculs élaborés. En 2016, des chercheurs mirent au jour une inscription gravée sur le mécanisme, comprenant plus de 3000 symboles. Il s'agissait d'une sorte de mode d'emploi. Le texte renfermait des indications sur les teintes des éclipses, les mouvements célestes et divers présages astrologiques, formant ainsi une liste de références des phénomènes associés aux planètes visibles dans le ciel. Les anciens Grecs avaient compris que tous les corps célestes visibles dans le ciel nocturne suivaient des trajectoires similaires, proches du plan orbital de la Terre autour du Soleil. Ne disposant pas des moyens nécessaires pour déterminer ces mouvements avec précision, ils mirent au point le mécanisme d'Anticythère, conçu en partie pour cette fonction. Cette interprétation trouve un appui dans les écrits du célèbre orateur romain Cicéron, qui mentionne une machine capable de reproduire le mouvement des astres, attribuée au savant Archimède. D'après Cicéron, cette machine représentait la course de 5 étoiles dites errantes, c'est-à-dire les corps célestes connus. Archimède, bien que précédant l'invention du mécanisme d'Anticythère, aurait pu en dessiner les plans, lesquels auraient servi de fondement à sa construction ultérieure. L'appareil s'activait lorsqu'on en tournait la manivelle, ce qui entraînait les engrenages logés à l'avant comme à l'arrière. Puis le cadran indiquait la trajectoire des corps célestes. Le mécanisme renfermait également un calendrier astronomique et servait à suivre les grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, tout en permettant de déterminer avec précision la date des éclipses. Il s'agissait vraisemblablement d'un précieux outil d'organisation, réservé aux savants ou aux citoyens fortunés de la Grèce antique. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que son concepteur semble y avoir intégré une fonction modifiant les propriétés d'observation, selon la position géographique de l'observateur. Cela implique que les astronomes de l'Antiquité devaient saisir des coordonnées distinctes d'une région à l'autre pour obtenir des résultats exacts. Aujourd'hui, les ordinateurs de la NASA accomplissent toutes ces tâches. Ces engins sophistiqués, valant plusieurs millions, reposent sur l'électricité, des circuits, des processeurs et une multitude de composants. Et pourtant, les Grecs avaient atteint des résultats comparables, il y a 2 millénaires, à l'aide de ce petit instrument. Cela bouleverse notre conception des technologies grecques antiques. Les gens de cette époque disposèrent de systèmes de plomberie et utilisèrent la vapeur pour actionner certains dispositifs. Leur degré de sophistication était réel, mais nul ne s'attendait à ce qu'ils aient atteint un tel niveau. Les archéologues croyaient qu'ils utilisaient de vastes engrenages rudimentaires pour faire tourner les moulins. Or, il s'avère désormais qu'ils étaient capables de concevoir des mécanismes miniatures complexes, restés incompris des savants modernes pendant un siècle. Les plongeurs poursuivent l'exploration du fond marin où fut découvert le mécanisme d'Anticythère. Ils ont déjà trouvé d'autres objets comme des clous et un anneau en bronze. Ces fouilles sous-marines sont longues et périlleuses, ce qui retarde considérablement les recherches. Les spécialistes estiment que le mécanisme d'Anticythère n'était probablement pas un exemplaire isolé. Il est possible que les anciens Grecs aient fabriqué d'autres appareils semblables, aujourd'hui soit cachés, soit fondus pour en récupérer le bronze, un métal précieux à l'époque. Lorsque ces ordinateurs astronomiques tombaient en panne, ils étaient souvent recyclés. Certains chercheurs considèrent ce mécanisme comme le prototype ancien de tous nos dispositifs modernes, tels que les téléphones, ordinateurs et tablettes, soulignant ainsi son importance capitale. Par ailleurs, avez-vous déjà entendu parler de l'odomètre ? Cet instrument mesure la distance parcourue par un véhicule. S'il est aujourd'hui numérique, il était mécanique à l'origine et fut inventé par les Grecs anciens. Selon certaines sources,
Archimède lui-même aurait participé à sa création. Plus tard, les Romains l'ont adopté pour leur long voyage, où il servait aussi à faciliter la construction et l'entretien des routes. Les Grecs furent les premiers à chercher à comprendre les principes de la géométrie. Babyloniens et Égyptiens utilisaient la géométrie dans divers aspects de leur vie quotidienne. Pourtant, ce sont les Grecs qui appliquèrent un raisonnement logique pour définir les règles et formules que nous employons encore aujourd'hui. Archimède remarqua ainsi qu'un corps solide, immergé dans l'eau, déplaçait une quantité d'eau équivalente à son volume. Et connaissez-vous le serment d'Hippocrate? Ce texte est récité solennellement par chaque nouveau médecin avant de commencer à exercer. Pour nous, la confidentialité entre patients et médecins, ainsi que le devoir constant du médecin de guérir et sauver des vies, semblent évidents. Pourtant, ces principes ont été établis par Hippocrate, célèbre médecin de la Grèce antique. Outre ce serment renommé, Hippocrate fut l'un des premiers à accomplir une avancée scientifique majeure en médecine. Jadis, les maladies étaient perçues comme des châtiments divins. Mais Hippocrate démontra qu'elles résultaient de causes naturelles, et que le corps humain pouvait réagir différemment à celles-ci. Cette vérité, qui paraît aujourd'hui incontestable, fut découverte par les anciens Grecs dès 460 avant notre ère. Aristote fut pour sa part le premier à affirmer que la Terre était une sphère. Grâce à sa poétique, nous bénéficions aujourd'hui de films, de séries et de spectacles. Les Grecs posèrent les bases du théâtre sous sa forme actuelle, et Aristote rédigea les premières règles dramatiques connues, lesquelles servent encore aux réalisateurs et scénaristes pour captiver leur public. Les auteurs grecs composèrent des œuvres de tout genre, telles que tragédies, satires et comédies. Ces créations ont largement façonné la culture occidentale, ce qui explique pourquoi de nombreux metteurs en scène contemporains aiment remettre en scène ces pièces anciennes. Et cela ne représente qu'une fraction des nombreuses inventions grecques. Ainsi, il ne semble pas illogique qu'ils aient pu concevoir le mécanisme denticitaire. Si une question continue de dérouter les archéologues de nos jours, c'est bien celle-ci. Comment les anciens Égyptiens ont-ils édifié ces pyramides monumentales? D'après ce que nous savons à ce jour, leurs moyens semblaient plutôt limités, notamment en ce qui concerne les outils et les matériaux nécessaires à la construction. Bien que nous ne disposions toujours pas d'une réponse pleinement convaincante, certaines théories fascinantes méritent d'être examinées. Parmi ces hypothèses, l'une des plus crédibles évoque une méthode ingénieuse employée par les Égyptiens. Imaginez un instant, ils auraient ainsi bâti une rampe inclinée et sinueuse, composée de briques, de terre et de sable, entourant progressivement la pyramide en construction. Au fur et à mesure que l'édifice gagnait en hauteur, ils auraient simplement ajusté la taille et l'étendue de cette structure. Une méthode ingénieuse qui rappelle un jeu de Jenga antique. Mais alors, comment parvenaient-ils à hisser ces blocs de pierre colossaux jusqu'au sommet? Selon Hérodote, l'éminent historien grec de l'Antiquité, ils auraient eu recours à des traîneaux, des rouleaux et des leviers, transformant ainsi le chantier en une gigantesque épreuve de force collective. Toujours d'après ces récits, il aurait fallu pas moins de 20 années pour achever la pyramide de Khéops, ce chef-d'œuvre emblématique. Hérodote ne s'arrête pas là. Il avance un chiffre stupéfiant, affirmant que 100 000 hommes auraient donc participé à cet incroyable projet. A-t-on engagé l'ensemble de la population égyptienne? Probablement pas. Mais il est plausible que la majorité de ces ouvriers ayant été des paysans mobilisés durant la période de crue du Nil, lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Une organisation ingénieuse adaptée au cycle naturel du fleuve. Les archéologues contemporains ont toutefois apporté des nuances à cette vision. Vers la fin du XXe siècle, des découvertes ont révélé que la main-d'œuvre pourrait avoir été bien moins nombreuse et davantage spécialisée. Au lieu des 100 000 ouvriers supposés, une équipe d'environ 20 000 travailleurs permanents, assistés par un personnel de soutien incluant boulangers, médecins et quelques prêtres, aurait suffi à mener à bien cet exploit architectural. Une autre théorie, pour le moins audacieuse, avançait que les pyramides auraient été bâties de haut en bas. Selon cette hypothèse, ces édifices monumentaux n'auraient été à l'origine que de simples collines isolées servant de carrières. Les pierres en auraient été extraites progressivement, et au fil du temps, des ingénieurs successifs auraient remodelé ces collines pour leur donner la forme des pyramides emblématiques que nous admirons aujourd'hui. Avant de rejeter cette idée comme une pure fantaisie, certains y voyaient une part de plausibilité. Après tout, des collines isolées existent bel et bien dans certains cas.
laissant entrevoir une légère possibilité de vérité dans cette hypothèse. Que ce soit à travers la construction de rampes ou des techniques de travail ingénieuses, une chose demeure incontestable. Ces pyramides continuent de fasciner l'histoire et d'alimenter notre imagination. En évoquant les mystères de l'Égypte ancienne, il y a aussi cet immense obélisque inachevé, un vestige intrigant qui suscite de nombreuses interrogations parmi les scientifiques quant à sa méthode de façonnage. Certains pensent que nos ancêtres auraient eu recours à des pilons manuels pour accomplir ce travail colossal. Un spécialiste propose toutefois une interprétation différente. En examinant attentivement les motifs laissés par l'outil utilisé, il souligne une caractéristique intrigante. Les parois des tranchées entourant l'obélisque affichent des stries régulières et bien alignées, ce qui semble improbable si ces marques résultaient uniquement de coups portés par des mains humaines. Selon cet expert, ces striations horizontales sont typiques d'un outil mécanique effectuant des poses régulières tout en retirant la matière. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un outil oscillant d'avant en arrière contre les parois de la tranchée, évacuant les débris pour empêcher un rétrécissement progressif. Dans ce scénario, cet outil aurait pu imprimer des stries horizontales particulières aux endroits où il exerçait une pression contre les parois latérales. Cela semble être de la technologie de pointe, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Il est peu probable que les Égyptiens de la 18e dynastie aient eu accès à un savoir-faire aussi avancé. Un autre égyptologue renommé, lors de ses explorations, a également découvert plusieurs perceuses à carottes. Bien que les véritables mèches de forage en soient absentes, sa collection renferme des vestiges curieux de carottes en calcaire, en albâtre et même en granit. Les Égyptiens ne se contentèrent cependant pas de ces constructions impressionnantes. En réalité, ils furent les génies à l'origine du miroir portatif. Oui, ce petit miroir que l'on utilise quotidiennement pour inspecter notre apparence. Mais voici l'astuce. Ces miroirs étaient de véritables œuvres d'art. Ils étaient ornés d'inscriptions et de figures décoratives. Ce n'est pas tout. Les Égyptiens prenaient grand soin de leur apparence. Ils comprenaient l'importance de l'hygiène personnelle et de soigner leur image. Dans leur quête de dents éclatantes, ils ont inventé les brosses à dents et le dentifrice. Les problèmes dentaires étaient fréquents à l'époque et leur sourire n'était pas forcément d'un blanc immaculé. L'art dentaire n'était pas leur domaine de prédilection, vous comprenez? Peut-être que leurs esprits étaient plus accaparés par la construction des pyramides. Cela dit, ces anciennes recettes de dentifrice étaient loin d'être inintéressantes. L'une des concoctions les plus originales incluait du sel gemme, de la menthe, des pétales d'iris séchés et du poivre. Quelques dentistes ont eu le courage de tester cette formule et, à leur surprise, elle s'est révélée assez efficace. De la cendre broyée était incluse dans une autre recette pour préparer une pâte nettoyante pour les dents. Mais l'absence de menthe laissait quelque peu à désirer en matière de fraîcheur. C'est alors que les Égyptiens ont eu l'idée brillante d'inventer les premiers bonbons pour la laine. Ils fabriquèrent des pastilles à base d'épices chauffées, comme la cannelle, qu'ils mêlaient à du miel. Passons maintenant à l'art de la décoration intérieure, à la mode égyptienne. Ils ont véritablement élevé l'ornementation à un tout autre niveau. Bien que la décoration du mobilier ait pris naissance en Mésopotamie, les Égyptiens l'ont sublimée. Ils ont misé sur une grande variété de couleurs et ont même créé des papiers de différents grammages. Et n'oublions pas ces petits tapis d'appoint que nous possédons tous chez nous aujourd'hui. Devinez qui en a eu l'idée? Eh bien, les Égyptiens. Ils utilisaient la plante de papyrus, extrêmement versatile, pour tisser ces tapis douillets. Et en parlant de tendance, les Égyptiens étaient de grands amateurs de bibelots. Ils possédaient toute une collection de petites figurines représentant des chats, des chiens et des personnages humanoïdes. Ces statues étaient fabriquées dans divers matériaux, allant de la boue séchée au soleil jusqu'à l'or. Tout dépendait de votre richesse. L'agriculture occupait une place de choix dans la société égyptienne, et ils comprenaient en bien que l'eau propre était essentielle pour leur culture et leurs bêtes. C'est pourquoi ils ont mis au point des inventions et des techniques visant à garantir la fertilité de leurs terres et le bien-être de leurs plantes. Ils ont d'abord eu l'idée brillante d'utiliser des charrues tirées par des bœufs. Il existait deux types de charrues, lourdes et légères. La charrue lourde labourait en profondeur, creusant de grands sillons, tandis que la charrue légère suivait, aérant la terre. Mais ce n'était pas tout. Après le labourage, les Égyptiens brisaient les mottes de terre et semaient les graines. Pour bien enfoncer ces graines dans les sillons, ils faisaient traverser leur bétail sur le champ, fermant ainsi efficacement les sillons. Mais tout ce travail serait vain si les graines restaient aussi sèches que le désert. C'est là qu'intervient l'irrigation.
Les Égyptiens étaient si compétents dans ce domaine que d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains, ont été forcées d'adopter leurs méthodes. Maintenant, changeons de sujet et plongeons dans l'architecture splendide de l'Égypte ancienne. Ces bâtisseurs n'étaient pas seulement des experts en agriculture, ils étaient aussi des maîtres architectes. Ils ont construit des canaux raffinés pour acheminer l'eau vers les fermes et villages, et croyez-nous, ils savaient comment embellir ces canaux. Imaginez-vous flâner le long d'un canal bordé de structures décoratives. Le pharaon Ramsès II, surnommé le Grand, était un véritable prodige en matière de construction. L'une de ses créations les plus impressionnantes se trouve à Abou Simbel. Ce temple a été conçu de façon à ce que, 2 fois par an, le soleil pénètre directement dans le bâtiment pour illuminer la statue du pharaon. Et n'oublions pas l'encorbellement. Sans cette merveille architecturale, des structures aussi impressionnantes que la pyramide de Khéops n'auraient jamais vu le jour. Alors qu'ils recherchaient la tombe perdue de Cléopâtre, des archéologues ont fait une découverte qui semblait presque irréelle. À environ 13 mètres sous terre, sous un temple égyptien en ruine, apparaissait un tunnel parfaitement droit, creusé dans le grès massif. Long de plus de 1300 mètres, il présente une précision telle que les spécialistes l'ont décrit comme un véritable miracle géométrique. Le tunnel se situe sous l'ancienne cité de Taposiris Mania, à l'ouest d'Alexandrie, près de la côte méditerranéenne de l'Égypte. L'équipe qui l'a découvert a méthodiquement retiré des couches de pierre et de débris avant d'atteindre ce passage d'environ 2 mètres de hauteur, taillé proprement dans la roche. Aucune trace d'effondrement ni de courbe irrégulière, seulement une précision remarquable. Si vous avez déjà essayé de percer un trou parfaitement droit dans un mur et échoué en quelques secondes, imaginez accomplir cela sous terre sur près d'1 kilomètre. Les anciens bâtisseurs ne disposaient ni de GPS, ni de laser, ni d'outils modernes de mesure. Pourtant, le tunnel demeure étonnamment nivelé sur toute sa longueur. Cela montre qu'ils maîtrisaient pente, angle et distance bien au-delà d'une simple construction empirique. Aujourd'hui encore, les ingénieurs s'appuient sur des machines pour atteindre une telle précision sous terre. Les anciens comptaient sur le savoir, la répétition et la patience. Certaines sections du tunnel sont aujourd'hui sous l'eau ou effondrées, probablement après plusieurs séismes survenus dans la région il y a des siècles. Selon certains experts, il aurait autrefois relié le temple à des sources d'eau ou à des zones rituelles plus proches de la mer. Les archéologues ont aussi remarqué que ce tunnel égyptien reproduisait exactement celui d'Eupalinos en Grèce, considéré comme l'un des grands exploits d'ingénierie de l'Antiquité, ce qui rend la découverte encore plus remarquable. Dans la Grèce antique, des passages souterrains reliaient les temples à des sources sacrées. Les déplacements dans l'espace, sous terre comme à la surface, suivaient parfois des parcours symboliques destinés à rejouer les mythes et les voyages des dieux. Un tel tunnel pouvait représenter un chemin vers l'au-delà, la renaissance ou une transition divine. Il est peu probable qu'un ouvrage aussi exigeant ait été construit pour un simple décor. Lors de fouilles antérieures, les archéologues ont d'ailleurs découvert de nombreux artefacts, des pièces portant les noms et visages de Cléopâtre VII et d'Alexandre le Grand, des figurines, des statues de divinités, une momie à la langue faite d'or, ainsi qu'un vaste cimetière rempli de momies de style gréco-romain. Ce tunnel d'une géométrie parfaite n'est pas un exploit isolé. Non loin de là, des archéologues sous-marins au large d'Alexandrie ont mis au jour une découverte digne d'un récit de croisière royale. Un bateau de plaisance vieux de 2000 ans qui naviguait autrefois sur le Nil. Il ne s'agissait pas d'un simple bateau de pêche, ni d'une barge de transport. L'embarcation atteignait probablement plus de 35 mètres de long, pour environ 7 mètres de large, avec une cabine décorée et près d'une vingtaine de rameurs, transformant le fleuve en véritable palais mobile. Il ne s'agit pas d'une hypothèse sortie de nulle part. Un géographe grec de l'Antiquité, Strabon, évoquait déjà ce type de navire vers le 1er siècle avant notre ère.
Il décrivait des embarcations somptueuses utilisées par la royauté lors de fêtes et de cérémonies à Alexandrie. Pendant longtemps, les historiens ont cru à une exagération littéraire. Puis, l'épave est apparue et Strabon a soudain semblé moins un conteur qu'un témoin. L'art antique confirme aussi ces descriptions. La mosaïque de Palestrina, en Italie, montre des bateaux richement ornés descendant le Nil. Leur apparence correspond presque parfaitement au texte et aux preuves archéologiques. À l'intérieur de l'épave, les archéologues ont découvert un détail minuscule mais profondément humain. Des graffitis grecs gravés dans le bois, simples mots laissés par quelqu'un qui se tenait sur ce pont il y a 2000 ans. Les chercheurs n'ont pas encore entièrement déchiffré l'inscription, mais sa présence seule est révélatrice. Elle montre que ce navire n'était pas seulement un symbole flottant de puissance, des personnes y vivaient réellement. On pourrait le comparer à un yacht moderne luxueux, tandis que le Nil fonctionnait comme une vaste autoroute fluviale. De nombreux navires transportant des passagers circulaient alors, visitant des proches, acheminant des marchandises pour le commerce, menant des affaires ou partant simplement en croisière. L'emplacement de l'épave rend l'histoire encore plus remarquable. Le bateau reposait près du temple d'Isis sur Antirodos, une île qui abritait autrefois des bâtiments royaux et religieux avant que des séismes et la montée des eaux ne la fassent disparaître. Le temple s'est effondré vers l'an 50 de notre ère, et les chercheurs pensent que le navire a peut-être sombré lors de cette même catastrophe. Une autre découverte récente liée à la vie le long du Nil concerne la partie inférieure d'un immense complexe cultuel situé à environ 16 km au sud-ouest du Caire. Elle est directement reliée à un temple supérieur consacré à Rê, le dieu solaire égyptien. La section récemment mise au jour correspond à un temple de la vallée vieux d'environ 4500 ans. Le sanctuaire supérieur se dresse sur un terrain plus élevé et avait déjà été fouillé il y a des années. Le temple de la vallée, plus proche du Nil, lui est relié par une chaussée. Un égyptologue allemand, Ludwig Borchardt, avait commencé à explorer une partie du site en 1901, mais la nappe phréatique était alors trop élevée et les travaux durent être interrompus. Aujourd'hui, le niveau de l'eau ayant baissé, une équipe moderne a pu fouiller près de la moitié du temple depuis 2024. Une fois sur place, les archéologues ont mis au jour les restes d'un portique d'entrée à colonnes. Ils ont ensuite découvert des blocs sculptés portant un calendrier d'événements religieux, presque comparable à un programme public antique. Les inscriptions mentionnent notamment des fêtes dédiées à Sokaris, divinité à tête de faucon associée à Memphis, capitale majeure de l'Ancien Empire, ainsi que la fête de Mine, dieu de la fertilité, et même la procession de Rê. Tous ces blocs ont été trouvés autour du portique d'entrée, ce qui suggère fortement que la façade extérieure du temple exposait ce long calendrier de célébration. Pour cette raison, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens exemples connus d'un véritable calendrier public, une liste d'événements destinés à toute une communauté et intégrée à l'architecture. En outre, l'équipe a découvert des dizaines de blocs décorés portant des inscriptions mentionnant le pharaon Niuserre, qui régna vers 2400 de 2389 avant notre ère et fit construire ce temple. Ce sanctuaire montre aussi comment les déplacements s'organisaient dans l'Égypte antique. Le temple supérieur accueillait le culte principal, tandis que le temple de la vallée rendait l'ensemble accessible. Il servait probablement de zone d'arrivée pour les embarcations venant soit directement du Nil, soit plus vraisemblablement d'un de ses bras secondaires. Plutôt que de traverser le désert à pied, les visiteurs pouvaient donc arriver par voie d'eau, débarquer au quai du temple, pénétrer dans le temple de la vallée, puis remonter la chaussée vers le sanctuaire élevé sur la colline. Après environ un siècle d'utilisation, les chercheurs ont découvert que ce temple inférieur avait été transformé en zone d'habitation. L'élément le plus intéressant de cette période est la découverte de 2 pièces en bois servant
Imagine que tu puisses passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes. Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines. Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments, mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre. Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance. Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site. L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Pétra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de S&E vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale, sculptée à même la roche, et qui a fait la renommée de Pétra, s'appelle la Khazne, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Pétra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi.
Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle, mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, et représente l'une des ruines les plus connues au monde. Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes à son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces. En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non?
Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction. Mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu.
Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué. Mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. Des pas résonnèrent derrière lui. Le cœur battant la chamade, il bondit vers la statue imposante, de ses doigts cherchant la crevasse dissimulée. Le temps pressait. Il l'enfonça au moment où les cris se rapprochaient. Il respira profondément, son cœur comme un tambour. Puis il courut, disparaissant dans l'obscurité, laissant son secret enfoui dans la pierre, en attente d'être découvert. Au cours de l'histoire, les statues n'ont pas seulement été les gardiennes silencieuses du passé. Elles ont aussi servi de cachette, certains objets disparaissant pour toujours, d'autres découverts au hasard des fouilles. Découvrez leurs secrets les plus mystérieux. En 2016, alors que des experts australiens préparaient une statue vieille de 645 ans pour une vente aux enchères, ils découvrirent qu'elle abritait un secret. Un billet de banque ancien dissimulé à l'intérieur de sa tête creuse. Émis en 1371 sous l'empereur Zhou Yuanzheng, le billet valait 1000 pièces de cuivre ou 28 grammes d'argent. Plus frappant encore, il portait un avertissement sinistre. Malgré que la statue ait eu plusieurs propriétaires, personne n'eut connaissance de ce billet pendant des siècles. Rare vestige d'une époque où la monnaie en papier était encore une nouveauté, ce billet fut rapidement mis aux enchères, poursuivant son voyage à travers le temps dans le monde moderne. Les statues sont devenues plus que de simples symboles. Elles étaient à présent les gardiennes et conservatrices de l'histoire, et parfois même des outils salvateurs.
En 2017, des experts en restauration qui travaillaient sur une statue du XVIIIe siècle en Espagne firent une découverte remarquable. Dissimulées dans l'intérieur creux de la statue se trouvaient 2 lettres écrites en 1777, offrant un aperçu de la vie quotidienne, des coutumes locales et de l'économie de l'époque. De manière similaire, en 2023, lors de rénovation à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, une boîte fut découverte à l'intérieur du socle de marbre d'une statue représentant le héros Tadeusz Kościuszko. Placée là il y a presque 200 ans, cette capsule temporelle nous offre un lien tangible avec le passé riche en histoire de l'institution. Le mystère entourant les statues et leur potentiel à dissimuler des secrets s'étend à certains des monuments les plus emblématiques du monde. Peu d'endroits sont aussi enveloppés de mystères que le Grand Sphinx de Gizeh. Pendant des siècles, archéologues, historiens et explorateurs ont spéculé sur ce qui pourrait être caché sous sa massive silhouette de calcaire. Certaines personnes pensaient que le Sphinx dissimulait la légendaire salle des archives, une hypothétique bibliothèque contenant un savoir ancien, peut-être même la sagesse perdue de l'Atlantide. Ces dernières années, les avancées technologiques des radars à pénétration de sol ont révélé des cavités sous le Sphinx, amenant de nombreux experts à croire que la statue pourrait cacher des chambres ou des passages encore inconnus, certains éventuellement liés à des tombes royales ou à des structures souterraines. L'existence potentielle de chambres cachées sous le Sphinx captive notre imagination depuis des générations. Mais ce qui est peut-être encore plus intriguant, c'est le travail récent, effectué par des chercheurs de l'Université de New York, qui ont étudié les forces environnementales qui ont façonné le Sphinx. Après avoir modélisé l'impact des vents anciens, les chercheurs ont pu conclure que le Sphinx avait été initialement formé par une érosion naturelle, avant que les humains ne perfectionnent davantage sa forme. De telles révélations ouvrent de nouvelles voies pour comprendre la fonction du monument, ainsi que l'importance culturelle et spirituelle qu'il détenait à l'époque. Les anciens Égyptiens vénéraient Sobek, le dieu à tête de crocodile représentant la puissance et le Nil, et momifiaient souvent des crocodiles pour lui rendre hommage. Ces créatures étaient déplacées dans des temples ou des tombes en tant qu'offrande aux dieux ou pour garantir un passage sûr vers l'au-delà. Récemment, un groupe de chercheurs s'est lancé dans une étude intéressante sur un crocodile momifié par les embaumeurs égyptiens. Ils ont utilisé un scanner qui leur a révélé toutes sortes de détails fascinants sur la façon dont ce crocodile avait vécu et ce qui était arrivé à son corps par la suite. Pour les anciens Égyptiens, les animaux n'étaient pas simplement des compagnons domestiqués. Ils jouaient un rôle majeur dans leurs rituels, servant de passerelle entre les humains et les dieux. Les faucons, par exemple, étaient associés à Horus, la divinité solaire, car leur vol les rapprochait du soleil. Les chats étaient liés à Bastet, déesse mère féroce et protectrice. Les crocodiles étaient parmi les animaux que l'on momifiait le plus souvent. On considérait ces reptiles comme des symboles de Sobek, le seigneur du Nil, dont la présence annonçait la crue annuelle qui apporterait l'eau et le sol fertile nécessaires à l'agriculture. Dans le passé, l'étude de tels artefacts risquait souvent d'endommager la momie, mais grâce aux techniques d'imagerie moderne, les chercheurs ont pu examiner le crocodile sans l'abîmer. Les radiographies et les scanners ont révélé que le système digestif du crocodile était rempli de petites pierres appelées gastrolites, que les crocodiles ingèrent souvent pour faciliter leur digestion et maintenir leur flottabilité. Au milieu de ces pierres, ils ont aussi trouvé un hameçon en métal et un poisson. Cela suggère que ces grands crocodiles momifiés étaient capturés dans la nature à l'aide d'hameçons et de poissons. Cela correspond à ce que les historiens grecs anciens ont écrit sur la vie en Égypte. Enfin, presque. Les Grecs croyaient que les Égyptiens utilisaient des porcs pour attirer les crocodiles. Ainsi, comme vous l'avez remarqué, les chercheurs et les archéologues utilisent des technologies de pointe et un travail pratique minutieux pour découvrir les secrets des civilisations anciennes. Le processus commence par des relevés utilisant des radars à pénétration de sol et la numérisation 3D pour détecter des chambres cachées, des tunnels ou des anomalies sous la surface. Une fois un site prometteur identifié, une excavation soigneuse commence. Les couches de sol et de débris sont retirées lentement, afin que rien ne soit endommagé ou perdu. Une exposition au Rijksmuseum à Amsterdam présente une remarquable statue tibétaine du XVe siècle, en cuivre doré, de Guya Samaja Akshobhya. Cette figure, qui symbolise l'unité des forces opposées et un état supérieur d'éveil spirituel,
était auparavant inconnue de la collection du musée. Une étude récente de cette statue a révélé des reliques et des parchemins cachés à l'intérieur de sa structure creuse, offrant des perspectives profondes sur les pratiques religieuses de l'époque. L'exposition présente plus de 75 chefs-d'œuvre d'Asie, parmi lesquels la statue récemment acquise de Guhyasamaja Akshobhya, et met en lumière le savoir-faire complexe et la signification spirituelle enracinée dans de tels artefacts. Au cœur de Vérone, un secret était caché depuis des décennies à l'intérieur de la statue en bronze de Juliette. Sculptée en 1969, elle est devenue un symbole de l'amour, et de nombreux visiteurs viennent la toucher en quête de romance et de chance. Mais sous sa surface polie, Juliette cachait quelque chose d'extraordinaire. Au fil du temps, ses caresses ont formé de minuscules fissures dans sa surface. Les amoureux du monde entier glissèrent des lettres à l'intérieur de ces fissures, des confessions, des supplications désespérées, des promesses éternelles. Certains y jetaient des clés, scellant leur amour, avec des cadenas devenus alors impossibles à ouvrir. En 2014, des experts en restauration ont fait une découverte surprenante. Alors qu'ils travaillaient à réparer la statue, ces centaines de déclarations d'amour et de clés rouillées ont été mises au jour. Tous ces vœux oubliés enfermés dans le corps de Juliette. Les statues servent souvent de symbole pour le pouvoir et la force. Cependant, ces derniers temps, les statues ont également été utilisées pour transmettre des messages aux générations futures. Le concept de capsule temporelle, un objet ou une collection d'objets placés dans un conteneur scellé puis enterré ou caché pour être découvert plus tard, a une longue histoire. Et à l'époque moderne, les statues étaient parfaites pour servir de capsule. Elles permettaient aux gens de communiquer avec les générations futures d'une manière très concrète. En 2014, alors que des ouvriers retiraient avec précaution un lion doré au sommet de l'ancienne maison d'État de Boston pour une restauration, ils ont fait une découverte surprenante. Quelque chose cliquetait à l'intérieur de sa tête creuse. Un article du Boston Globe de 1901 mentionne une capsule temporelle cachée. Mais au fil des ans, l'histoire a été oubliée. Puis, un descendant du sculpteur a découvert une lettre et a appris la vérité. À l'intérieur de la tête du lion se trouvaient des journaux, des photographies, des autographes et des lettres appartenant à un passé lointain, des messages scellés pendant plus d'un siècle. Lorsque la capsule fut ouverte, c'était comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Les autorités ont prévu de poursuivre cette tradition en ajoutant des artefacts modernes avant de refermer la tête creuse du lion afin que ses trésors soient redécouverts au XXIe siècle. Nous ne savons pas si elles l'ont réellement fait, cependant. Les progrès des technologies d'imagerie ont permis aux chercheurs de dévoiler des détails cachés dans des sculptures célèbres sans les endommager. En 2014, des experts en restauration au Mexique ont fait une découverte en examinant une statue en bois vieille de 300 ans. De véritables dents humaines étaient cachées sous son visage serein. Cette révélation n'a pas été faite par la fouille, mais par la technologie. Lorsque les préservationnistes ont pris une radiographie de la statue, s'attendant à trouver des détails structurels, ils ont vu une denture parfaite, intégrée dans la bouche. Contrairement à d'autres statues historiques de la région, qui contenaient parfois de vrais cheveux que les gens avaient donnés aux statues, cette découverte était complètement inattendue. Comment se fait-il que le monde parle encore d'une statue qui n'a existé que pendant 54 ans, il y a plus de 2000 ans? En quoi cette impressionnante construction antique était-elle si unique pour que nous en discutions encore aujourd'hui? Je vais bien sûr parler du colosse de Rhodes. On le considère comme l'une des 7 merveilles du monde antique, avec la grande pyramide de Gizeh et les jardins de Babylone. Cette statue millénaire est enveloppée de nombreux mystères. Mais examinons d'abord certains faits, d'accord? Ce que nous savons, c'est que les habitants de Rhodes ont entrepris cet immense projet après la fin du siège macédonien de leur île. En d'autres termes, c'était une façon pour eux d'honorer les puissances divines et de célébrer leur victoire. Utilisant en grande partie des matériaux abandonnés par les Macédoniens, ils ont commencé la construction du colosse, qui aurait duré environ 12 ans. Selon la plupart des descriptions contemporaines de la statue, elle mesurait à peu près 32 mètres de haut. À titre de comparaison, c'est à peu près la taille de la Statue de la Liberté qui mesure 46 mètres. Cela pourra te sembler peu. La Statue de la Liberté est actuellement classée 52e statue la plus haute du monde. La championne demeure la Statue de l'Unité en Inde, qui se dresse fièrement à une hauteur stupéfiante de 182 mètres.
Mais dans l'Antiquité, c'était un véritable exploit. Mais la hauteur est-elle la seule similitude entre le colosse de Rhodes et la Statue de la Liberté? Eh non. Les Américains surnomment leur statue le colosse moderne. Car les deux monuments ont été pensés comme des symboles de libération. Il y a même une plaque à l'intérieur du piédestal de la statue new-yorkaise où l'on peut lire le premier vers de ce sonnet. Le nouveau colosse, non pas comme le géant d'airain de la renommée grecque. La construction de cette colossale statue antique a nécessité énormément de bronze. Certains documents anciens indiquent même qu'il a fallu en utiliser entre 12 et 13 tonnes. Même pour les temps modernes, c'est beaucoup. Et à l'époque, on parlait d'une opération impliquant toute l'industrie mondiale du bronze. L'homme chargé de donner vie à la statue était Charès de Lindos, un sculpteur grec. Les travaux ont été effectués de 294 à 282 avant Jésus-Christ, mais malheureusement, Charès n'a jamais pu voir le résultat final. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais certains documents affirment que la construction du colosse de Rhodes l'aurait conduite à la faillite. Il n'aurait pas su estimer correctement le coût nécessaire à l'érection de l'imposant monument. Cependant, nous ne savons toujours pas avec certitude comment il leur a été possible de construire une statue aussi grande à l'époque. Ils n'avaient aucun des équipements dont nous disposons aujourd'hui, comme les excavatrices et les ascenseurs. D'après certains documents, il leur a fallu inventer une méthode totalement nouvelle. Tout a été fabriqué sur place, pièce après pièce. Apparemment, ils auraient divisé la statue en plusieurs sections, et commencé par les pieds. Une fois chaque partie terminée, d'énormes monticules de terre étaient placés tout autour afin que les ouvriers puissent travailler sur la section suivante. Cependant, ces informations ont été recueillies plus de 100 ans après la construction du colosse. Il est donc possible de douter de leur exactitude. Pendant ces 12 années, les Rhodiens ont travaillé sans répit. Ils ont d'abord posé une base de marbre blanc avant d'y placer les pieds de la statue. Ensuite, ils ont fabriqué une sorte de squelette de fer, auquel les plaques de bronze sont venues s'ajouter. Mais pourquoi avoir choisi le bronze? Pour des raisons pratiques. En fait, le bronze était plus résistant que le fer, et donc mieux à même de faire face à des conditions climatiques extrêmes. De plus, si l'on y réfléchit bien, la statue était située assez près de la mer. Donc l'air devait être assez salé. Voilà pourquoi il leur fallait utiliser un matériau très robuste. Quel était son emplacement exact? Ça, c'est une chose qui fait l'objet de débats depuis très longtemps. Les chercheurs pensaient initialement que la statue se tenait debout avec une jambe de chaque côté du port de Mandraki. L'un des nombreux ports de la cité de Rhodes, en gros, elle chevauchait en quelque sorte l'entrée de l'île. Aussi magnifique que cela puisse paraître, il est fort probable que ce ne soit là qu'une légende. Tout d'abord, il aurait fallu pour cela fermer le port pendant toute la durée de la construction. Ce qui ne semble pas correspondre à ce que l'on trouve dans la plupart des documents. De plus, lors de sa chute, la statue serait venue complètement bloquer le port, ce qui, encore une fois, ne semble être mentionné nulle part. Selon les représentations les plus récentes, le colosse se trouvait très probablement sur le côté est du port de Mandraki, ou peut-être même plus loin dans les terres. Alors, qu'est-il arrivé à cette impressionnante structure? N'en reste-t-il vraiment rien aujourd'hui? Et pourquoi n'a-t-elle tenu que 54 ans alors qu'il a fallu si longtemps pour la construire et qu'elle était si importante pour les habitants? C'est simple, un tremblement de terre a causé la chute du colosse de Rhodes, tant admiré des Grecs de l'époque. On raconte qu'en raison du séisme, la statue s'est brisée au niveau des genoux et s'est retrouvée couchée sur le sol. Néanmoins, on a continué à venir l'admirer pendant des siècles. Les habitants de Rhodes ne voulaient pas reconstruire le monument car ils considéraient sa chute comme un signe du destin. Au milieu du 7e siècle, ce qui restait de la statue a fini d'être déblayé. D'après la légende, il aurait fallu près de 900 chameaux pour transporter tout ce bronze effondré. Et à quoi ressemblait donc la statue? Cela aussi est entouré de mystères. Le colosse était un symbole de la fierté et de l'indépendance des habitants de l'île. Mais son image ne figurait pas sur la monnaie locale, bien qu'une telle chose soit courante à l'époque. Certains historiens de l'art pensent cependant que le colosse avait des similitudes avec d'autres représentations du même personnage mythique, une figure masculine avec des rayons de lumière autour de la tête.
La position de ses mains est encore sujette à débat. Certains disent même qu'il est possible qu'il ait tenu une torche. Nous ne savons pas non plus si ses bras étaient positionnés le long de son corps ou si sa main droite était levée, comme c'est le cas dans de nombreuses représentations mythologiques de l'Antiquité grecque. Nous ne pouvons pas non plus admirer l'original, mais certaines personnes ont le projet de reconstruire le colosse. Un groupe d'architectes européens entend construire une version 21e siècle de l'ancienne statue. Cette nouvelle construction doit s'élever à une hauteur de 152 mètres. Elle servira de centre culturel et de phare. Pour s'assurer qu'elle ne finisse pas comme son ancêtre, les concepteurs ont l'intention d'utiliser toutes les technologies disponibles aujourd'hui. Tout d'abord, ils prévoient de recouvrir tout l'extérieur de ce colosse moderne de panneaux solaires, afin que l'énorme monument dispose de suffisamment d'électricité. Ils comptent aussi utiliser les techniques les plus modernes pour que les tremblements de terre et les tempêtes n'affectent pas, comme ce fut le cas autrefois, l'impressionnante structure. Pour ce faire, ils construiront donc la statue selon une configuration en trépied. Aux 2 pieds viendra s'ajouter un pilier de soutien caché dans une écharpe, allant du bras de la statue jusqu'au sol. Ils prévoient également de placer un lourd support en acier autour de la base afin de faire contrepoids à l'ensemble. Ils ont même pensé à un système de suspension qui permettrait à la statue de se balancer d'avant en arrière, la rendant ainsi un peu plus flexible et par suite capable de résister aux diverses conditions météorologiques. Les coûts de ce projet sont cependant assez élevés. Environ 283 millions de dollars. Les partisans du colosse moderne sont optimistes, car ils sont certains de pouvoir réunir cette somme impressionnante grâce au financement participatif et aux investissements privés. Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. Une seconde plus tard et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie.
Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras deux énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4 milliards et demi d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant ?
En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa